Bonjour à tous et toutes. Merci d'être nombreux parce que en fait, l'amphi est immense. On ne se rend pas compte, il y a 650 places dans cet amphithéâtre. Et donc, on est quand même très, très nombreux et ravis de vous voir si nombreux aujourd'hui pour le congrès LAMSTI. Nous remercions également les personnes qui ont participé ce matin au Forum européen, qui était un moment important pour les relations de l'AMSTI avec nos partenaires européens, mais pas que, pour aussi nos partenaires français qui veulent avoir une vision européenne. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui à Strasbourg. Nous sommes accueillis par l'Université de Strasbourg, par la collectivité européenne d'Alsace et par la région et par la métropole. Donc, je vais leur laisser le micro pour nous accueillir et vous remercie d'être là. Oui, donc merci. Bonjour à tous. Alors, je voudrais juste excuser mon président d'université, Michel de Necken. Donc, je suis pas Michel de Necken, mais un autre Michel de Matelin, le premier vice-président. Aussi le président qui s'occupe des relations avec le monde socio-économique. Ce qui est pas. J'ai vu qu'il y avait un i dans votre intitulé. Et c'est sûr que société, c'est évidemment citoyen, mais aussi monde socio-économique. Alors, ravi de voir que vous êtes aussi nombreux à œuvrer sur ce sujet qui est, vu de la présidence de l'Université de Strasbourg et de nombreux collègues, quelque chose d'essentiel aujourd'hui. La culture scientifique... on a besoin, en particulier dans une démocratie, je pense que si on est dans d'autres formes de gouvernance, peut-être que c'est moins important, mais dans une démocratie, la société a besoin de pouvoir être exposée à des messages pas toujours simples, à être confronté avec le fait que la science n'a pas toujours non plus nécessairement une réponse à tous les sujets. Et on l'a vu, c'était compliqué cette période, ces 2 dernières années avec le Covid, où certainement, la parole du scientifique n'était pas toujours d'ailleurs limpide, hein, on peut aussi balayer devant notre porte. Mais ça rend d'autant plus important votre rôle à tous. Et pour l'université, c'est quelque chose qu'il considère comme une de ses missions aussi importantes que la formation, la recherche. On parle souvent du 3e pilier. C'est aussi une autre manière d'en parler avec le développement économique. Et l'Université de Strasbourg, on y met un budget très très conséquent. Hein, J'en discutais avec notre directeur du Jardin des Sciences, ici, qui a co-organisé l'événement. C'est pas loin de 3 millions d'euros nos budgets si on cumule nos activités vers la société. Et cette mission, d'ailleurs, peut-être, c'est aussi dans les réflexions, puisqu'on a un nouveau gouvernement, nouvelle ministre, peut-être que ça pourrait faire partie quand même des financements soclés dans les établissements. Donc, puisque c'est bien de fonctionner avec des appels à projets, alors on a la chance d'avoir un IDEX confirmé à Strasbourg qui nous permet de contribuer significativement, mais globalement, c'est une mission de service public. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ne pas inclure ça dans les missions de l'université. Donc nous considérons que votre rôle, vraiment comme quelque chose de très très important. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait aussi, je suis ravi d'avoir la vice-présidente de l'Eurométropole présente, Caroline Zorn, qui est signe aussi de l'importance pour les collectivités de cette dimension d'activité de l'université. Alors en particulier, en plus, donc à Strasbourg, on a décidé sur un de ces nombreux appels des investissements d'avenir, de relier relations avec le monde socio-économique et sciences
participative et aussi médiation scientifique dans un beau projet qui s'appelle Opus, Open University of Strasbourg. Donc, désolé pour l'acronyme anglais, mais comme les dossiers doivent se faire en anglais, et qui est pour nous le signe que sur les 8 ans à venir, on veut s'investir et aller vers même une organisation de l'Université de Strasbourg avec une direction ou un département à voir sur cette 3e mission. Donc c'est dans nos ambitions. Et voilà, ça fait partie, et la médiation, c'est entre autres aussi travailler avec les experts et les former. Donc du coup, ce colloque tombe tout à fait bien dans notre politique. Donc merci d'être venus aussi nombreux. J'espère que vous profiterez aussi un petit peu de Strasbourg, très belle ville. Et bon congrès. Voilà. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je m'exprime au nom du président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Biry. Je vous salue également, Madame Zorn, vice-présidente, Monsieur le premier vice-président, Madame la présidente de, toujours du mal à dire, l'AMST. C'est ça. Mesdames et messieurs, c'est un grand bonheur de vous accueillir ici et en faisant une sorte de petite rétrospective, je me suis dit qu'il y a toujours le temps long qui explique bien des choses. Puisque ce congrès c'est un événement pour nous tous aussi, c'est les 40 ans de l'association que vous constituez, du réseau des professionnels des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Et c'est un partenariat entre le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg et le Vaisseau, qui est une structure totalement en lien avec la collectivité européenne d'Alsace, qui a accueilli également, bien sûr, ce congrès, qui a travaillé. Et en remontant un petit peu le temps, je vais demander à l'instant à la directrice du Vaisseau et au directeur, M. Méraud, de quand datait justement l'ouverture du Vaisseau. Février 2005. Février 2005, et je me suis dit, mais j'étais déjà élu à l'époque, ça ne me rajeunit pas, mais en tout cas, ça maintient jeune. Et on a cette chance-là dans le Bas-Rhin et maintenant en Alsace d'avoir des présidents de notre collectivité qui ont tous été dans l'enseignement. Le président qui avait porté ce projet, Philippe Richert, était enseignant. Celui qui a porté en même temps le projet que le président Guy-Dominique Kennel, qui par la suite a été président aussi, et était inspecteur notamment dans l'éducation nationale. Et le président actuel, Frédéric Biry, a aussi fait une carrière dans l'enseignement. Et donc je crois qu'il n'y a jamais de hasard et que cette imprégnation également du parcours personnel de chacun également a permis de porter, de soutenir ce projet qui, à l'échelle de notre collectivité, est un projet un peu hors norme parce qu'on n'est pas directement dans le noyau dur de nos missions, qui sont des missions très sociales et je ne vais pas vous les égrener, mais qui nous appellent en responsabilité quotidienne sur la solidarité nationale et solidarité locale. Et pourtant, ce projet a été travaillé en profondeur, il a vu le jour, et déjà à l'époque, ce projet aussi, bien sûr, l'équipe était allée à la Cité des Sciences aussi pour comprendre, savoir ce qu'il faut faire, mais aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, les bonnes idées sont là, sauf qu'elles ne sont pas réellement directement applicables. Et donc, cette histoire est engagée depuis février 2005, elle se poursuit, elle s'étaye également, elle se développe. Et heureux hasard du calendrier, c'est que pas plus tard que ce lundi, nous avons passé un rapport en commission plénière qui s'intitule « Mission d'exploration pour la culture scientifique, technique et industrielle ».
Je ne vais pas vous le lire en détail parce que ce n'est pas absolument passionnant, mais c'est quand même un marqueur fort pour nous, puisque cette mission va démarrer, et notamment autour de 4 axes, et j'entre totalement en résonance avec le propos du premier vice-président d'université, puisque pour nous, l'objectif de cette mission, notamment, c'est de mettre le discours scientifique au cœur du débat public, valoriser les richesses de l'Alsace en la matière, et elles sont nombreuses, s'inscrire également dans une dimension transfrontalière, en lien avec nos universités, avec EUCOR notamment, et enfin également renforcer les liens avec l'industrie de pointe et l'artisanat d'excellence. Les trois directions complémentaires sont données également à cette mission. C'est à la fois de travailler sur le patrimoine technique et industriel, porter également beaucoup d'attention à la médiation scientifique pour tous, et enfin à la recherche et à l'innovation technique, le tout en direction de la jeunesse. Donc bien sûr, il y aura des auditions, des visites, et c'est également une mission qui est composée à parité entre les élus et également la société civile. Et donc cette mission également a la vocation, comme je l'évoquais, transfrontalière, avec une date butoir qui lui est donnée, c'est le 15 avril 2023 pour livrer le rapport final qui sera également un rapport bilingue, français et allemand. Parce que je sais qu'en matière scientifique, c'est souvent, toujours, français et anglais, mais comme nous inscrivons dans un territoire transfrontalier avec nos amis allemands et suisses, ce rapport sera bilingue, français et allemand. Les mois à venir seront propices à l'installation de cette mission, bien entendu, et donc elle sera installée concrètement le 14 octobre 2022 par Bruno David, président du Muséum d'histoire naturelle. Je dis cela parce que, de temps en temps, ça arrive à tout le monde de créer des missions qui sont un peu des fois des missions alibi ou des missions fourre-tout, et quand le rapport est terminé, en général, il peut quelquefois finir sur les rayons d'une étagère où il prendra consciencieusement la poussière en attendant la prochaine mission, on ne sait quand et pourquoi. Là, véritablement, c'est une mission qui a une vocation opérationnelle, qui associe très largement l'ensemble des parties prenantes, bien entendu, puisque personne, par définition, n'est un sachant absolu. Et donc, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, on a besoin de se retourner vers ceux qui savent et ceux qui savent faire et ceux qui peuvent nous aider. Eh bien, tout ce travail auquel les uns et les autres, plutôt les Alsaciens et nos voisins, seront associés également, eh bien, ce travail de partenariat, nous en aurons besoin également pour refonder notre travail en direction de la jeunesse, de la capacité de diffuser cette culture scientifique, de la rendre également accessible, proche, et d'irriguer notre territoire également de cette connaissance partagée. Vous voyez que cette actualité, finalement, nos actualités se croisent, elles sont complémentaires et convergentes, et je suis certain en tout cas que cette année qui viendra sera propice également à permettre d'ores et déjà d'esquisser de nouveaux horizons et de rapprocher également la qualité scientifique, l'accessibilité du savoir également des uns et des autres pour également espérer faire pièce à un tas de choses saugrenues qui circulent un peu partout. Et maintenant, on peut rencontrer des gens qui s'intéressent à un tas de choses et qui vous expliquent à peu près l'alpha et l'oméga de tout ce qui, à leur sens, également est en train de mettre à mal notre société. C'est bien de s'intéresser à tout ce qui se passe, de s'y intéresser avec un savoir avéré, avec également de véritables expertises également, permettra aussi de rapprocher la qualité scientifique, l'expertise de l'accès au grand public. Et donc c'est dans cette convergence-là également, bien sûr, que je suis heureux de vous accueillir pour ce 40e congrès, et qui en tout cas ici et ailleurs fera un écho. Et je crois que Goethe disait que ceux qui sonnent tôt résonnent tard pour dire longtemps. Et donc également ce 40e congrès ici à Strasbourg et en Alsace également aura une résonance qui portera également bien au-delà de notre périmètre et marquera les uns et les autres. Merci beaucoup.
Merci. Eh bien, j'enchaîne avec des remerciements et un mot d'accueil que je vais essayer de faire assez court puisque vous avez un programme qui est magnifique et qui est chargé, heureusement. D'ailleurs, j'entendais les uns et les autres devant l'amphithéâtre avoir déjà une belle émulation sur les projets et le programme de l'après-midi. C'est quand même plutôt réjouissant. Je me présente, je m'appelle Caroline Zorn, je suis conseillère municipale de Strasbourg et vice-présidente de l'Eurométropole déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation. Alors, par facilité, je m'associe aux remerciements qui ont été déjà formulés par la CEA, merci. J'ajoute évidemment un bravo à l'association qui anime maintenant depuis quand même 40 ans et qui participe à ce renouvellement qui est indispensable des pratiques de médiation, notamment, et à la réflexion évidemment sur comment est-ce qu'on mobilise les citoyens, ça c'est au cœur de nos réflexions pour mener nos politiques publiques. Et comment est-ce qu'on lutte aussi contre les obscurantismes, un sujet évidemment fondamental. Je vois la différence personnellement entre l'état des choses aujourd'hui en matière de culture scientifique, de médiation scientifique, et il y a maintenant, c'était en 2006, oui, quand je commençais ma thèse. Et en tant que juriste, je m'intéressais à des sujets techniques, des sujets scientifiques, c'était l'informatique, la santé. Et on était complètement démunis en tant que chercheurs en droit quand on s'attaquait à des sujets techniques. Et à tel point qu'on avait essayé de monter une petite association, le réseau des jeunes chercheurs, l'association des jeunes chercheurs du réseau de droit, sciences et techniques. Et on ne trouvait pas de relais, donc chaque année on changeait d'université pour essayer d'organiser les choses et de faire parler les chercheurs de différents horizons, les doctorants de différentes spécialités. Et puis vraiment accroître nos compétences, nos montées en compétences. Et c'est à Strasbourg qu'on a trouvé de l'aide, et notamment pour je crois que c'était pour les 10 ans de l'association, où on avait commencé à trouver un petit rythme de croisière, et c'était grâce au chargé de communication de l'université de Strasbourg, qui avait déjà cette culture et qui nous avait beaucoup aidés. Et puis ensuite, les conditions doctorales ont changé pour les jeunes, et ça a été plus compliqué pour eux de travailler et de continuer à animer une association et un réseau. Voilà, donc ça s'est éteint comme ça. Mais je vois vraiment cette différence, et je pense que c'est grâce à des acteurs notamment comme l'AMSI. Je voulais également dire un mot de la LPR, puisque j'avais enfin trouvé un sujet comme réjouir à propos de la LPR, parce que je suis régulièrement critique à propos de cette loi, dont je considère qu'à bien des égards, elle normalise la précarité dans la recherche et également le financement par projet. Donc je comptais parler du réseau Sciences et Médias, puis j'ai compris que ça ne faisait pas l'unanimité. Mais je serais ravie d'en parler avec celles et ceux qui le souhaitent. En tout cas, il y a un encouragement au dialogue sciences et société. Donc j'espère qu'il sera concret, qu'il se poursuivra. Et en tout cas, on sera attentif et attentif à ce point, parce qu'on l'a constaté ces derniers mois en tant que politique, et ça a été rapidement abordé, mais lorsqu'on a dû faire face aux questions de vaccination, de vulgarisation sur la science relative, aux données de la science relatives à la vaccination, lorsque moi, au numérique, j'ai dû gérer une conférence citoyenne relative à la 5G, on s'est rendu compte du fossé qui séparait parfois les citoyens de l'état de l'art et de ce qu'était simplement la méthode scientifique. Donc oui, effectivement, nous avons besoin plus que jamais de culture scientifique. C'est ce que l'Eurométropole de Strasbourg essaye de promouvoir. Sur le volet numérique, on essaye de le faire avec une vraie politique d'éducation populaire au numérique, avec un lieu dédié, avec ce lieu qui s'appelle le Shadok, et dont on voudrait qu'il devienne ce creuset des sciences participatives, notamment sur le numérique. Alors, j'ai voulu, dans la dernière délibération de soutien à la communauté universitaire, parler de la culture scientifique, et on l'a intégré dans nos soutiens en tant que tel. Voilà, vous voyez qu'en Alsace, à Strasbourg, comme à la collectivité européenne d'Alsace, on a à cœur cet élément. Donc on est une vraie terre de culture scientifique, et on espère le rester encore longtemps. J'en terminerai par cette phrase qui est « Si les idées sont de libre parcours », je veux reconnaître tout de même que la connaissance, elle, est un bien commun, et que ce bien commun, nous nous devons de le protéger, je cite, à l'appui de la valorisation sociale et environnementale des sciences et techniques, par-delà leur simple valorisation économique. Je reprends les termes de la tribune de l'AMSTI à l'attention des candidats à l'élection présidentielle, pour faire en sorte que la culture scientifique, technique et industrielle fasse partie de la culture au sens large. Je tenais à reprendre cette formule puisque je la trouve très, très belle, et j'espère qu'elle portera cette politique ambitieuse. Voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent congrès
à Strasbourg. Alors, Monsieur le Premier vice-président de l'Université de Strasbourg, Monsieur le vice-président de la collectivité européenne d'Alsace, Madame la conseillère municipale de Strasbourg et vice-présidente de l'Eurométropole, alors Madame la sous-directrice des formations et de la recherche du ministère de la Culture, chère Anne, qui doit nous rejoindre en visio, Monsieur le chef de département des relations entre sciences et société du MERS, on dit plus MESRI, MERS, cher Nicolas, Monsieur le conseiller culture scientifique, technique et industrielle du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, cher Arnaud, Mesdames et messieurs, chers collègues, quel plaisir d'être avec vous pour ce congrès qui fête les 40 ans de l'AMSTI. Alors 40 ans, ce n'est plus tout jeune, mais pas trop vieux non plus. Comme le dit Bruno Macquart dans son article que vous trouverez dans le bulletin, nous serions à l'âge de la maturité. Nous avons effectivement déjà derrière nous 40 ans d'une histoire d'engagement de femmes et d'hommes pour fédérer notre communauté. Ce n'a pas été tout le temps un long fleuve tranquille et vous vous en rendrez compte à la lecture des témoignages des anciens présidents également dans le bulletin. Mais aujourd'hui, grâce à l'énergie et à l'engagement de ses fondateurs, des présidents et des directeurs qui se sont succédés, défendant l'idée que l'on est toujours plus fort quand on est ensemble, nous pouvons être fiers de ce bel héritage, être heureux d'être tous aujourd'hui rassemblés pour échanger, grandir ensemble et toujours porter plus haut et plus fort l'importance dans notre société d'une culture scientifique, technique et industrielle partagée avec tous. Et ce dernier point me semble aussi très important. Donc je tiens à saluer la présence dans la salle de quelques anciens présidents et vice-présidents, Philippe Guillet, Christine Velti, Dominique Ferriot et Bernard Mette. Donc si vous pouviez vous lever, qu'on vous identifie et qu'on vous applaudisse. Je vais également vous lire un petit mot de Denis Varlot, qui malheureusement ne pouvait pas se joindre à nous et qui nous a envoyé un message d'encouragement fort sympathique. Donc je vais le partager en partie avec vous. Donc de Denis Varlot, chers amis congressistes, ma santé du moment ne me permet pas de vous joindre à Strasbourg. C'est à distance que je vous adresse mes encouragements en vous demandant d'amplifier toutes vos actions de développeurs de la culture scientifique, technique et industrielle. L'ingénieur que je suis vous demande de ne pas oublier le I de CSTI. Il n'est plus l'heure de vous nous interroger professionnellement longuement sur les vertus didactiques de tel ou tel audiovisuel ou numérique, de telle ou telle métaphore, pour mieux faire comprendre les sciences. Il est urgent de redonner le goût des sciences au plus grand nombre, en multipliant les actions de toute origine et de toute taille. L'AMSTI accueillant depuis toujours démocratiquement des acteurs différents, dès lors qu'ils combattent vaillamment les intox, fausses sciences et ceux qui les propagent, dès lors qu'ils contribuent sans tricher à une ample irrigation des cerveaux de nos concitoyens, petits et grands. Il y a tant à faire, bon courage. Voilà, petit mot de Denis Varlot. Donc je vais reprendre. Si aujourd'hui la confiance en la science est encore si forte dans notre pays, en comparaison à d'autres, si nous sommes des lieux, des acteurs de confiance pour nos concitoyens, c'est grâce au travail formidable mené par tous. Grâce à ces petites graines de curiosité et de savoir qui ont été semées depuis plus de 40 ans et qui continuent aujourd'hui à porter leurs fruits. Ça, c'était mon introduction optimiste. Parce qu'il en faut pour avancer. Maintenant, l'optimisme ne veut pas dire naïveté. Parce qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour que cet héritage de 40 ans, de valeurs, d'engagement, grandisse, se déploie. Donc l'âge de la maturité n'est pas l'âge où l'on blesse les bras, mais celui où on sait peut-être mieux définir qui nous sommes, où nous souhaitons aller et où il est important de mettre notre énergie. Nous allons présenter lors de l'Assemblée générale qui se tiendra demain une proposition d'axe stratégique 2022-2026. Nous avons en effet revisité notre précédent plan qui nous a servi de boussole pendant ces 4 dernières années. En s'inscrivant dans la continuité, nous avons cherché à l'adapter au contexte actuel de notre secteur et aux enjeux du présent. Pourquoi? Parce que 2 ans de pandémie sont passés par là, elles nous ont tous secoués et nous ont fait réfléchir à notre rôle dans la société.
D'ailleurs, c'était le thème de notre dernier congrès il y a 6 mois, essentiel, essentiel. Comment s'interroger justement, comment dans un monde de plus en plus mouvant, être encore plus aujourd'hui des accompagnateurs des transformations sociétales, sociales et environnementales pour tous et toutes. Pour définir ces axes stratégiques, nous avons également été à l'écoute, évidemment, de vos retours lors du dernier congrès, lors des participations aux forums régionaux, et puis également grâce au forum participatif que nous avons initié au dernier congrès, et évidemment en échange avec notre conseil d'administration. Enfin, il était important pour nous de gagner en concision pour mieux se faire comprendre et entendre auprès des décideurs à tous les niveaux. Parce que, sorti de notre écosystème, on s'en rend très vite compte, on a tous fait l'expérience, il y a un vrai travail de pédagogie à mener auprès des interlocuteurs qui découvrent la CS... c'est comment déjà? Si les sciences et techniques sont aujourd'hui omniprésentes dans nos vies, l'action culturelle, scientifique et technique reste pour beaucoup une inconnue, ou quelque chose d'un petit peu flou. Où le mettons? Culture, science. À 40 ans, on se connaît mieux, mais il est toujours bon de se reposer la question, qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous à l'AMSTI? Déjà, nous sommes de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, nous sommes plus de 230 membres, ce qui est un très bon marqueur du dynamisme de notre réseau et de sa reconnaissance par la profession. Pour mieux nous connaître, d'ailleurs, nous allons lancer une petite étude. On va revenir vers vous et je vous remercie vivement d'y participer, parce que pour nous, c'est important aussi d'avoir des données sur qui nous sommes pour pouvoir mieux défendre les intérêts de tous. Donc plus de 230 membres, pas encore 300, on y est bientôt, mais 230 membres composés d'acteurs complémentaires et ont chacun leur spécificité et répartis sur l'ensemble du territoire national et dans d'autres pays francophones. Aujourd'hui, au-delà de nos points de vue qui parfois divergent sur certains sujets, nous restons soudés autour d'enjeux communs. Les enjeux qui sont défendre notre rôle essentiel dans la société, nous positionner comme des acteurs impliqués dans les domaines culturels, sociétaux, environnementaux et économiques, participer activement à une politique ambitieuse de la CSTI et surtout, entre autres, faire entendre la voix des publics via notre expertise et notre contact direct avec les concitoyens. Professionnalisme, engagement, partage et respect de la diversité sont le socle de valeurs sur lequel nous devons continuer à bâtir. Donc l'AMSTI fédère cette belle communauté, aujourd'hui rassemblée. Je vous remercie d'être si nombreux. La richesse de nos échanges depuis 40 ans a fait monter en compétence notre secteur, par essai-erreur, par tentative, par démultiplication des solutions qui marchent. Il y a 6 mois, d'ailleurs, lors du dernier congrès, j'ai été admirative de la qualité d'écoute et d'échange auquel j'ai pu assister. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, et il nous faut poursuivre dans cette voie. La richesse de la diversité de nos actions, la croisée de nos approches permet sur l'ensemble du territoire d'aller toucher une grande variété de publics. Aujourd'hui, il nous faut capitaliser sur ce trésor de savoir-faire accumulé, intégrer au mieux dans nos communautés les nouveaux venus pour s'enrichir de leur fraîcheur et idées nouvelles. Nous devons aussi toujours innover, car les publics, leur attendent, la société évolue, sans tomber dans le piège d'une constante expérimentation. C'est un point qui me semble vraiment important, c'est-à-dire qu'il y a déjà une diversité d'actions pour une diversité de publics qui ont fait leurs preuves et qui continuent à mettre en dialogue chaque jour sciences et société. Il est également important de poursuivre et de soutenir ces actions pérennes et de fond. Partage de savoir-faire, d'expériences, de bonnes pratiques et émergence de collaborations et projets communs, voilà ce qu'offre notre réseau à travers les ateliers intermèdes, ce congrès, les journées de travail et bien d'autres occasions. 2 nouveaux groupes structurants pour notre réseau ont également vu le jour cette année, le groupe évaluation et le groupe inclusion. D'autres thèmes, je l'espère, émergeront de notre poursuite du forum participatif cet après-midi, auquel je vous engage vivement à participer, puisqu'il s'agira justement de brainstormer collectivement, en petits groupes, sur les thématiques qui sont fondamentales pour nous. L'ouverture et l'échange vers d'autres réseaux, évidemment, nationaux et européens, comme ce fut le cas ce matin lors de notre forum européen, Sciences et Sociétés, sont également source d'enrichissement et renforcement de notre visibilité sur les enjeux partagés. Alors, je crois qu'on accueille aussi des représentants de différents réseaux, la CNAGEP, la FEMS, l'ICOM, TRAST, donc je le remercie aussi de participer à notre congrès. À 40 ans, on a encore... J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas, il ne reste plus beaucoup de pages. À 40 ans, on a encore beaucoup de chemin devant soi. Et au contrôle revient également la question, et maintenant, où allons-nous?
À l'heure où les sciences et techniques sont au cœur de nombreux enjeux contemporains, l'ANSTI doit renforcer son rôle d'incubateur d'idées pour déployer plus largement nos actions afin que la science ne reste pas une affaire d'entre-soi et de convaincus, mais qu'elle devienne un réel moyen d'inclusion et de cohésion sociale. Incubateur d'idées, donc, pourquoi? Pour enrichir notre réflexion en échangeant avec chercheurs, penseurs. On va avoir une très très belle table ronde cet après-midi. Et je remercie nos 3 intervenants, Thierry Danet, Olivier Lasvernias et Guillaume Lecointre, qui ont accepté de partager leurs idées autour de l'engagement avec nous. Et c'est ces moments-là aussi qui nous font réfléchir et avancer dans notre réflexion. Incubateur d'idées aussi également pour structurer notre réflexion autour des enjeux sociétaux, comme l'inclusion, la cohésion sociale, le développement durable, afin effectivement d'améliorer nos pratiques, mais également d'être force de proposition auprès des décideurs. Et enfin, incubateur d'idées pour développer et formaliser une réflexion sur les enjeux de notre secteur. Ainsi, nous avons décidé en conseil d'administration, de réfléchir justement sur ces années passées, la structuration de notre secteur et voilà, réfléchir ensemble nous-mêmes à faire un bilan de ces 10 dernières années. Sur l'ensemble de ces sujets, il s'agit aujourd'hui évidemment de mieux faire entendre notre voix auprès des ministères, des parlementaires, des sénateurs, des acteurs nationaux, des instances comme le Conseil national de la culture scientifique et technique et industrielle, qui, nous l'espérons, sera réactivé pour permettre ce dialogue nécessaire entre tous les acteurs. Nous continuons par ailleurs évidemment de suivre, comme vous l'avez mentionné, la loi LPPR afin que décision et financement profitent bien à l'ensemble des acteurs. Continuer à se fédérer, s'ouvrir aux autres réseaux, renforcer notre capacité à être force de proposition, toujours défendre les intérêts de notre secteur. Voici le programme que nous vous proposons pour les années à venir. C'est fini, il n'y a plus qu'une page, une demi-page. Pour conclure, dans un contexte où la guerre sévit en Europe, où le peuple ukrainien se bat pour sa liberté, permettez-moi de citer cette courte phrase de Dominique Ferriot, dont vous trouvez le témoignage dans le bulletin. Très bonne source, le bulletin, vous avez vu, il est copieux cette année. Les musées et centres ont la capacité de proposer des découvertes singulières et des idées nouvelles qui ouvrent sur un rapport à des savoirs construits, facteurs de paix et de tolérance. Quand viendra l'âge de la sagesse, dans quelques années, je souhaite que nous soyons fiers d'avoir participé ensemble, à notre niveau, à bâtir un monde meilleur. Je vous remercie de votre attention.